En tout cas, pas de volonté de la part de l'État ou des pouvoirs publics d'aller dans cette voie-là naturellement. Pas de volonté. Faut bien dire que quand on parle du fonds de soutien à l'expression radiophonique dont disposent les radios, aujourd'hui c'est un ovni dans le paysage, dans notre paysage social. Des acteurs soutenus, médias soutenus parce qu'ils ont un rôle dans le territoire en tant que tel par la loi, c'est pas forcément très dans enfin c'est pas dans la tendance du jour qui va favoriser bien d'autres choses. Et jusqu'à présent, pour prendre le cas des télévisions, avant effectivement, et encore maintenant, mais en tout cas tant qu'on avait les canaux historiques de diffusion, le modèle était soit le modèle public, soit un modèle commercial très fort que l'associatif ne peut pas atteindre. Alors, on a parlé de la radio, on a parlé de la télé, on peut parler aussi de la presse écrite, qui fait partie de ces médias associatifs, des médias indépendants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la presse écrite indépendante? Mais la presse écrite, comme les autres médias, radio et télé, c'est aussi une presse qui peut être une presse de communication sociale de proximité qui agit avec et par et pour les habitants de leur territoire, au même titre qu'une télévision, qu'une radio associative. On retrouve le même rôle dans les territoires avec des supports différents, des supports qui aujourd'hui évoluent beaucoup justement à travers l'évolution numérique. C'est-à-dire que l'impression d'un titre papier coûte extrêmement cher, ce sont les coûts essentiels dans un fonctionnement associatif, et le numérique ouvre de nouvelles perspectives à ce niveau-là. Oui. Alors, pas de fonds de soutien non plus à la presse écrite, identifiée comme, on va dire, presse écrite, médias citoyens de proximité non plus. Non, rien. Il existe des aides pour la presse nationale, pour la presse. Est-ce que je ne sais pas si tu pourrais répondre ou quelqu'un pourra répondre, est-ce que c'est une singularité française ou c'est en Europe quelque chose de... peut-être Thierry, tu peux nous en parler avant de regarder la définition de l'appel. Est-ce que c'est une singularité française? Est-ce qu'on est les seuls en France à être dans cette situation ou d'autres pays sont quasiment en état aujourd'hui de recherche, de questionnement autour de comment aujourd'hui ces citoyens, ces médias citoyens sont en situation de pouvoir exister? Qu'est-ce qui peut nous aider à y voir clair au niveau européen? Au niveau européen, on trouve en fait les deux systèmes, c'est-à-dire soit des pays qui ressemblent beaucoup à la France, où les médias citoyens, notamment radio ou télévision participative, sont très peu soutenus, voire pas du tout. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne aussi. Et puis après, si on part en Allemagne, alors là c'est quand même le contraire, puisque les Öffner-Kanal, qui sont les canaux ouverts, pour traduire littéralement le terme, sont très soutenus par les Länder et par une taxe qui est instituée sur la redevance télévisuelle, dont une part vient alimenter les canaux ouverts. Et donc ils ont des moyens qui sont hors comparaison avec ce qu'on peut trouver en France, en Italie ou en Espagne. Voilà, alors je vais vous demander à chaque fois de vous présenter quand vous allez prendre la parole. Oui, Eric, tu voulais compléter ce que disait Thierry. Présente-toi. Oui, donc Eric Falconetti, je suis vice-président de la Fédération nationale des vidéos des pays et des quartiers. Je voulais revenir sur la question de pourquoi le statut des radios libres, enfin associatives on va dire, n'a pas été développé sur les télévisions. Je crois qu'il y a deux forces politiques qui s'opposent. Il y a une première force politique qui est de considérer la télévision comme un outil de développement social, notamment sur le local. Elle s'est exprimée notamment le statut des canaux locaux du câble, où on a financé les canaux locaux du câble. Les opérateurs avaient obligation de financer un canal local du câble. Donc il y avait vraiment une volonté politique de C'est donner la loi accès. 86. Oui, c'est ça. Il y avait une volonté politique de donner accès à une certaine communication de proximité. On a eu ensuite la loi sur les associations qui a permis aux associations de répondre aux appels à candidature du CSA. Donc il y a un mouvement dans ce sens-là. Et puis il y a un mouvement dans l'autre sens qui est défendu et beaucoup plus fortement défendu par les lobbies du pouvoir politique et économique, c'est de considérer la télévision comme un outil de pouvoir politique et économique, justement. Et donc, dont le modèle, c'est Berlusconi en Italie, c'est Lagardère chez nous, c'est le regroupement et les grands groupes qui
possèdent la télévision, donc pour schématiser le pouvoir. Donc je crois que c'est simplement une lutte politique importante. Nous, on participe à cette lutte politique pour aller vers l'ouverture, et il y a d'autres mouvements qui participent à cette lutte pour fermer le canal aux associations et à la télévision de proximité. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'entends bien, il n'y a pas, à part l'Allemagne, c'est bien ça, l'Angleterre, un peu, hein, on n'a pas une pratique très importante de ces usages de médias citoyens. Si, au Québec, il y a pas mal de choses qui se passent. Les télécommunautaires au Québec, hein, qui datent même des aux années États-Unis, 70. d'une certaine manière, même si ce sont des télécommerciales, il y a beaucoup de télévisions de proximité. Ce sont des télécommerciales, mais ça prouve en tout cas la nécessité pour les populations d'avoir une information et une télévision de proximité, parce que la distance fait l'absence de légitimité. Une télévision régionale ne peut pas parler ni d'aiguilles, ni de plans de CUC, etc., aussi simplement que pourrait le faire une télévision de quartier. Voilà. Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'état des lieux, un petit peu? On va revenir un peu sur Thierry. Juste, oui, pour... Peut-être des questions Internet aussi? Pas pour l'instant. Pour compléter, peut-être que au-delà effectivement du modèle radio 1981, etc., je crois qu'aujourd'hui, on est en mesure d'appréhender effectivement la réalité différemment, d'où cette utilisation de la terminologie médias citoyens numériques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors qu'on voit dans les territoires avec des mouvements comme l'économie sociale et solidaire, comme l'éducation populaire, comme l'écologie, comme il y a tout un tas de mouvements citoyens qui se font. On a vu depuis plus de 30 ans maintenant que nos médias associatifs sont les médias de ces mouvements-là, les médias des territoires, les médias qui sont là pour faciliter, pour faire le relais au local de cette construction par les acteurs citoyens de leur territoire. Donc aujourd'hui, la question, elle est vraiment de se poser de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme construction avec l'ensemble des acteurs des territoires, nous radios, nous télévisions, nous journaux, nous sites web 2.0, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de notre rôle, de ce rôle-là au sein de nos territoires avec les outils nouveaux qui existent, avec cette conjonction d'acteurs qui existent et que font les pouvoirs publics aujourd'hui pour nous aider à le faire? Est-ce que Internet, le Web 2, les pratiques nouvelles des réseaux sociaux, est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui dans l'analyse justement de la position d'un média? Est-ce que le fait que l'accès finalement du citoyen à l'expression, l'accès à l'audiovisuel du citoyen, la capacité, Marcel tout à l'heure nous évoquait la capacité du territoire, alors je crois qu'il y a un terme un peu indigeste qui s'appelle bottom-up, des personnes à pouvoir exprimer, change la donnée des choses. Est-ce que pour vous, la donnée numérique généralisée, interconnectée, change la nature de la problématique telle qu'elle était vécue, notamment sur les radios libres? Je suis pas sûr que ça change le fond, en tout cas ça change tout sur la forme. Et ça démultiplie toutes les possibilités de faire du réseau, de faire des actions en local comme en moins local. Ça change tout par rapport aux capacités de diffusion aussi. Il y a une chose vraiment intéressante qui s'est passée et qui se passe encore aujourd'hui dans le monde de la radio associative, c'est la volonté qu'a eu pendant un temps et qu'a toujours, je pense, le CSA de faire la radio numérique terrestre, où effectivement on voit qu'il y a un enjeu énorme autour de la diffusion numérique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les radios associatives? Est-ce qu'on fait en sorte, en mettant en place la radio numérique terrestre, que le paysage radiophonique, médiatique jusqu'alors institué, réservant une part de 20% sur la bande FM aux radios associatives, donc aux médias citoyens radiophoniques, est-ce qu'on fait en sorte que cela perdure ou est-ce qu'on le laisse tomber et est-ce qu'on profite effectivement de toutes les possibilités du numérique, de l'Internet aujourd'hui avec les développements futurs sur ce qu'on appelle l'IP mobile, c'est-à-dire la capacité à recevoir les flux de manière mobile. Il ne faut pas que ce soit trop technique. Est-ce qu'on laisse ça dans une jungle qui sera effectivement celle d'Internet, qui est géniale mais qui est en même temps dérégulée, alors qu'aujourd'hui, on avait un paysage médiatique régulé qui assurait 20% de cette bande FM qui est un espace public aux citoyens.
Alors, avant de passer, j'ai une question Internet, on va l'écouter, puis après je te passe la parole. Bonsoir, oui, on a des questions des internautes. Donc, une question à propos de l'exemple de Télé 1000 Vaches. Donc, est-ce que c'est bien un média citoyen? Et est-ce ils sont là depuis longtemps? Pourquoi? Et on a aussi une autre question, donc sur les médiathèques et les espaces publics numériques. Est-ce qu'on pourrait envisager des collaborations avec les médias citoyens donc?